Allez, vas-y. Pour expliquer un tout petit peu ce que moi je Parce voulais. que Non, tu non, veux non, aller vite. non. Ce que moi je voulais qu'on voit aujourd'hui, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont un peu complètement dans Dans la, les choux. oui, dans les choux. C'est une façon polie d'en parler au niveau cyber, parce que même moi, quand je suis avec nos partenaires et clients, il y a une confusion entre cyber, réglementation, RGPD, souveraineté, tout ça. Donc, je pense qu'il y a une petite mise au point, une mise voilà, à faire. Et puis ensuite, j'aurais bien aimé que tu nous parles des dangers actuels. Alors, sans entrer complètement dans de la géopolitique, mais qu'on regarde un petit Ouais. peu ça. Et puis qu'on termine un petit peu sur ce que ça change dans ton métier, dans ce que les gens doivent faire dans leur entreprise, surtout. On ait un petit côté hands-on, parce que je pense que pas mal de gens sont là aussi pour ça, pour se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que je recrute, est-ce qu'il faut que je m'équipe, est-ce qu'il faut que je paye des gens comme Accuracy, etc., quoi. Et Donc, je compléterai aussi, on a pas mal de gens qui sont en transition et on a de plus en plus de demandes. Est-ce que quand je postule à une offre, etc., est-ce que oui, je dois se protéger former. des choses? Est-ce Oui, que parce je qu'il y a mets une des choses? pénurie de... Est-ce que je dois protéger mes données aussi? Donc, Ah comme oui, quoi, oui, tu oui, vois, oui. les infos, en tout cas, les médias ont bien fait leur boulot pour faire peur. Et donc, du coup, eh ben, on est ravis que tu nous rassures un peu quand même. Et Aujourd'hui. les bons commerciaux. Est-ce que ça te va comme structure Ouais, c'est parfait. C'est bah, parfait. super. Tu me donnes un go et on y va Eh comme ça. ben, go, hein. L'idée, c'est Ah de bon, on y va. faire une Eh ben, conversation. Si vous super. avez des questions dans le chat, vous pouvez les poser. Je les relayerai si elles sont dans le sujet. Puis si Ouais. c'est pas tout à fait le sujet, je les prends à la fin. Alors, j'ai juste peut-être commencer parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Est-ce que, Lionel, tu peux te présenter et nous présenter Accuracy en quelques mots quand même? Oui, alors Lionel Mouchavac, j'ai commencé la cybersécurité en 2001, donc il y a bien longtemps. C'était un autre monde. Et pour parler d'Accuracy, en fait, c'est une société franco-américaine. Il y a deux entités séparées parce que il y a de la souveraineté. En fait, on a besoin d'assurer de la souveraineté, mais on y reviendra dans la définition et le cadre. Et on est composé de 25 auditeurs seniors qui ont entre 8 et 20 ans d'expérience, Donc qui ont des humains. donc des humains. Et on s'équipe maintenant de sociétés, enfin des modèles automatisés pour faire des pentests, pas pour remplacer les humains, mais pour compléter en fait l'expérience. Ok, super. Voilà. Ok, tu disais que tu as commencé dans les années 2000 et que maintenant, ça n'a plus rien à voir. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Bah déjà les réactions, donc enfin tout ce qui est automatisation et aussi sécurité. Avant, il n'y avait pas beaucoup de sécurité, il y avait que des antivirus, voilà, assez basiques, qui étaient enfin monofonctionnels. Ils avaient une tâche, c'était d'identifier les signatures malveillantes. Maintenant, c'est bien plus complexe que ça. C'est la base, c'est le cœur du métier, mais il y a beaucoup de comportements, d'analyse comportementale qui vont déclencher en fait certaines alertes, alors qu'avant l'antivirus, c'était est-ce que c'est un fichier infecté, oui ou non. Donc on pouvait compromettre en fait des environnements assez facilement, comme il n'y avait pas beaucoup de sécurité. Il suffisait en fait de comprendre en fait comment était organisée la société pour aller vraiment dans le vif du sujet. Là, c'est beaucoup plus complexe. On doit contourner pas mal de sécurité pour pouvoir compromettre des choses. Il y a aussi pas mal d'humains. Voilà, on est un peu plus entraîné à défendre les choses. Avant, c'était pas le cas. Donc le métier a complètement évolué et va être, enfin, par nature en fait, va évoluer encore au cours de ces prochaines années avec tout ce qui est automatisation et ce que l'IA propose en fait comme fonctionnalité. Mais pour rebondir sur ce que tu disais avant, donc pour remettre un cadre, en fait, qu'on part tous sur les bases, enfin, les mêmes bases. Donc la cybersécurité, c'est un grand monde. Il y a plusieurs domaines bien définis. Donc il y a la défense, l'attaque, la recherche. Il y a d'autres domaines. Mais voilà, enfin, là, si vous voulez, Accuracy, c'est une société où on fait que de l'attaque. On peut aider à définir certaines défenses parce que pour se défendre, il faut comprendre comment les attaquants agissent et inversement. Donc en fait, il y a Tu un... fais de l'attaque, juste pour que ce soit bien clair, c'est pas toi qui attaques, tu gères les attaques. Je gère des attaques, enfin on conduit des attaques pour des sociétés. En fait, on va répliquer ce que les attaquants, les hackers plus généralement, vont faire comme action. Nous, on simule une vraie attaque. On peut mettre en situation des chefs d'entreprise en disant, bah voilà, vous êtes attaqué, comment vous réagissez? Et Ok. donc, il y a C'est des dirigeants qui ne préviennent pas leur équipe. Donc, généralement, c'est ce qu'on demande, de ne pas prévenir les équipes
de défense pour pouvoir tester, en fait, faire un vrai test d'intrusion et comment la défense va réagir. Donc, encore une fois, il faut bien définir la partie attaque et défense. D'accord. Mais du coup, tu vas pas répondre à une attaque par une autre attaque. C'est pas ton job. Non, on va pas punir les attaquants. On va comprendre en Mhm. fait ce qui s'est passé pour expliquer en fait aux clients, à l'entreprise en fait, voilà comment vous vous êtes fait attaquer, où sont les brèches et comment vous défendre. On peut aider à la négociation en fait quand il y a une société qui est complètement crypto-loquée pour négocier en fait euh, pour négocier la rançon. Je sais qu'en France on négocie pas avec les terroristes pour pas Mhm. inciter, mais des fois il n'y a pas le choix. Donc ça se fait un peu discrètement, c'est à l'abri des regards, mais il n'y a pas le choix. Encore, enfin pour parler dans le concret. Il y a 2, 3 semaines, une société m'a appelé, m'a dit, voilà, je me suis fait crypto-loquer. C'était une société de publication, enfin de publicité physique. Il s'était fait attaquer, le chiffre d'affaires n'étant plus ce qu'il était, c'est un peu la mauvaise cible parce qu'il n'a pas assez d'argent, en fait, il n'a pas assez de revenus maintenant pour répondre à une rançon de 120 000 euros. Il se demande en fait si c'est pas le bon moment pour lui de fermer la société. Donc, Pardon. en fait, c'est un peu le déclencheur de se poser la question, est-ce que je paye les 120 000? Est-ce qu'on arrive à négocier mes informations? Pour lui, le plus important, c'était son fichier client. Voilà, et c'est un arbitrage à faire. Est-ce que son dossier client, enfin son fichier client vaut 120 000 euros ou est-ce qu'il juste il ferme la boutique et voilà. Il y a une Et là, statistique. excuse-moi, mais on touche à un truc qui est important dans la compréhension de ton environnement. C'est en fait, on touche à, on vient on vient chez moi en gros, mais on vient soit casser, soit rançonner. Donc ça, c'est la disponibilité de l'outil, je crois. Ouais. On vient soit modifier ou pirater ou foutre le bazar dans mes données. Donc ça, c'est un petit peu l'intégrité de chez moi. Et puis il y a aussi évidemment, ce qui est plus connu du grand public, c'est piquer des datas. Et là, dans ce cas-là, c'est la confidentialité qui Et est les mise diffuser, ouais. en jeu. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs? Comment, enfin, Bah, aujourd'hui, ton métier porte sur tout ça ou il y a d'autres choses ou... alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs sujets. Il y a soit réputationnel, soit, enfin, c'est en concurrentiel. En fait, c'est un concurrent qui va essayer de mettre à terre son autre concurrent. Il y a géopolitique. Enfin, voilà, le contexte, les guerres, c'est plus que sur le terrain, c'est aussi beaucoup sur la cyber. Donc, c'est étatique et ça peut être une motivation un peu anarchiste en se disant, bah voilà, on est contre les banques, on va les mettre par terre, repartons sur voilà, sur un autre modèle. Donc voilà, c'est beaucoup de concepts en fait à gérer. Les clients, c'est pas forcément que enfin c'est pas que des boutiques, c'est pas que des grandes sociétés. Ça peut être aussi, ça peut être du gouvernement, ça peut être des hôpitaux. Voilà, on a discuté il y a pas longtemps avec un hôpital qui se dit, bah j'ai pas de budget, comment je fais pour me protéger? Voilà, donc il y a beaucoup Ok. de concepts en fait à prendre en compte et nous on est là pour un peu mettre un coup de projecteur sur la cybersécurité, sur la sécurité des données, des informations voilà, confidentielles. On va demander la plupart du temps, la première question, c'est quelle est la donnée la plus sensible pour vous et comment elle est protégée. Comment on Euh, est protégé? ouais, comment elle est Ok. protégée, comment on peut repartir en cas d'attaque. On Hmm. nous demande si Mythos va rabattre les cartes aussi bien en tant qu'attaque, défense. Est-ce qu'on va tous Alors, passer au crible de Mythos pour savoir si on a des failles? bah, un gros sujet, Mythos, en fait, je pense pas que ce soit très nouveau, enfin, comme concept depuis l'IA, depuis que l'IA s'est généralisé il y a quelques années, parce que ça existe depuis très longtemps, mais ça s'est accéléré ces dernières années parce que c'est démocratisé. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui utilisent l'IA. On connaît maintenant la puissance de l'IA, donc voilà, enfin, Mythos. Je pense qu'Anthropic a voulu faire aussi un buzz là-dessus pour monter son chiffre d'affaires parce qu'il y a pas mal d'enjeux enfin, sur la valorisation de cette société-là. Mais Ok. voilà, depuis quelques années, il y a beaucoup de sociétés qui se munissent en fait de modèles qui sont entraînés pour conduire des attaques. Donc, Mythos, ça va accélérer encore plus la détection de vulnérabilités
ils ont fait un peu machine arrière parce qu'ils se sont dit, waouh, ça a fait vraiment un effet, enfin, ça a fait peur à tout le monde. On va prendre un petit temps de recul, on va équiper certaines sociétés. On a appris que l'Europe maintenant a été exclue du programme de test de Mythos, donc il va falloir aussi se constituer des défenses en France. Euh, mais Mythos va accélérer, en fait, va mettre en lumière des choses qui n'ont pas, enfin, qui étaient là depuis plusieurs années et bah maintenant, c'est comment on réagit. Donc oui, ça va reshifter le modèle du test d'intrusion un peu unitaire. Et c'est pour ça que depuis un an, moi, je regarde, enfin, je voulais m'équiper moi-même, enfin, je voulais constituer mon propre modèle pour pouvoir proposer ça à mes clients. Je pense que construire sa propre base, c'est bien, mais s'équiper avec des plus grosses sociétés qui ont beaucoup plus de moyens que moi, donc là, j'ai fait un choix stratégique et je vais m'occuper, enfin, j'ai fait un partenariat avec une grosse société qui propose un modèle un peu comme un Mythos, mais voilà, enfin, franco-américain aussi, pour qu'on puisse agir dans les deux pays. Donc, pour répondre à la question, pardon, si je peux résumer, donc oui, Mythos va accélérer les choses, aussi bien sur la partie défensive que la partie offensive. Donc, c'est pas, voilà, ça va s'arbitrer. Il va falloir toujours que la défense prenne un temps d'avance sur l'attaque. Mais voilà, c'est la continuité de ce qui existait déjà. Il n'y a rien de nouveau. C'est, c'est juste comment on se défend. Voilà, faut pas être à la traîne. C'est un modèle qui est plus puissant, mais juste avant qu'on continue sur Mythos, parce que on en parle comme si tout le monde savait ce que c'était. On Alors, a zappé l'arrivée de l'IA dans ton métier. C'est intéressant de voir comment c'est passé là. Et surtout, Mythos crée et participe de cette confusion en fait des genres, puisque là, tu l'as dit, effectivement, on avait vu que c'était interdit, que le Pentagone avait dit non, non, pas pour l'Europe, et que ça pose quelques soucis, qu'on met le mot souveraineté là-dedans. Donc, on fait encore l'amalgame entre cybersécu, souveraineté, protection de ma data, réglementation, etc. Est-ce que tu peux revenir sur ce que l'IA, sur ce que la cybersécu n'est pas, justement? Quand je te parle des RGPD, est-ce que je suis en train de parler de cybersécu? Si je te parle de euh, mes serveurs cloud, est-ce que je suis en train de parler de la cybersécu? Oui, non. Enfin, tu vois, Et, comment est-ce que je peux faire vraiment le périmètre? et si j'ai une relation avec Brad Pitt, est-ce que c'est un sujet de cybersécurité? Oui, Alors enfin, oui, Brad ça, Pitt, c'est Non, mais bon. alors deepfake, mais voilà, enfin parce que l'IA, enfin pardon, je vais répondre avec Brad Pitt. Donc l'IA permet ça aussi. L'IA permet ça aussi en fait, bah, d'enregistrer la voix, d'enregistrer des contenus YouTube en fait pour répliquer une personne, pour vraiment bah, l'avatariser, si je peux enfin, dire comme ça. Donc Mm. avatariser quelqu'un, faire un avatar de quelqu'un avec sa voix, avec sa gestuelle, avec bah, pour tromper les gens. Donc oui, l'IA permet ça. C'est comment on utilise en fait l'information, voilà, comment on se sert de cette information à bon escient ou à mauvais escient. Et si on parle, pardon, sur le sujet de RGPD, toutes les mises en conformité, donc c'est bien maintenant le gouvernement en fait commence à poser des cadres, donc RGPD, qui est beaucoup moins utilisé comme framework aux États-Unis parce que c'est un peu plus, voilà, on se sert de la data pour faire de l'argent. En France et en Europe, c'est pas le même concept. Mais il y a beaucoup de sociétés maintenant donc, qui utilisent des sociétés de cybersécurité pour se mettre en conformité. Je pense à Nice 2, à Dora, où dans le scope, en fait, dans le périmètre, il y a des tests d'intrusion. Combien avez-vous fait de tests d'intrusion? Où est le rapport? Quelles failles ont été mises en lumière? Donc c'est pour ça qu'on est contacté en fait par des entreprises qui souhaitent se mettre en conformité avec les réglementations maintenant imposées par l'État. Donc c'est lié quoi. L'IA est liée à la cybersécurité, la conformité est liée à la cybersécurité. Donc c'est complémentaire en fait. Voilà. Il y a aussi un autre sujet qui va arriver plus que rapidement, encore plus que Mythos, c'est le quantum computing. Voilà, le quantique. Ouais. Le quantique, ça va Ah, mais vraiment c'est vrai être que un vrai changement. on va parler de force brute et de choses qui sont simultanées, qui sont beaucoup Ouais, plus bah là, tu puissantes. m'as perdu moi. Non, mais Alors, Ah, justement, pardon. justement, non, non, c'est intéressant parce que justement, il y a aussi un truc dont tu as pâti ton secteur pendant longtemps, c'est qu'on s'est souvent dit, oh là, la cybersécu, c'est un truc de geek.
Et s'il y avait un sujet qui est éminemment économique, c'est la cybersécurité. Mais il a fallu le temps que les gens en prennent conscience. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui, pour convaincre les gens que c'est un sujet qu'ils prennent à bras-le-corps, quelle que soit la taille de leur entreprise, en fait? Alors, bah, enfin, les médias le font bien maintenant. Les réglementations et l'État ont pris le sujet. Donc, moi, j'ai plus trop besoin de convaincre les sociétés. C'est plus les sociétés qui viennent à nous. Enfin, je parle des sociétés de cybersécurité. Après, ben, voilà, comment se différencient deux sociétés de cybersécurité? C'est par les ingénieurs, en fait. Est-ce que, voilà, il y a plus de juniors dans les entreprises ou est-ce qu'il y a plus de seniors? C'est plus comme ça. Enfin, si je prêche pour ma paroisse, on a 25 seniors qui sont sortis en fait des grosses entreprises qui étaient dans le modèle employé. Bon, ils étaient un peu mal utilisés parce qu'ils devaient former les juniors, ils devaient faire des entretiens d'embauche. Voilà, ils étaient un peu écartés du métier principal. Là, avec moi, ils se focalisent en fait sur les thèses d'intrusion, sur les audits de mise en conformité. Donc voilà, on est focalisé sur le travail. Après, il y a des fleurons dans l'industrie des sociétés françaises qui sont magiques et vraiment, je les envie parce qu'elles se démarquent de d'autres sociétés. Voilà, moi, je suis à la croisée entre la très grosse société et la petite PME parce qu'il y a un besoin dans les deux domaines. Et les tarifs, désolé de parler de ça, mais ouais, je m'adapte en fait aux tarifs au client, quoi, à la taille du client, parce que tout le monde a besoin de s'équiper. Je vais pas faire les mêmes tarifs pour les grosses sociétés que pour les petites. C'est pas juste. Alors, on dit qu'en moyenne, une cyberattaque coûte 450 000 euros à une entreprise, tu confirmes? Je Ça confirme, coûte. enfin, parce qu'il n'y a pas que l'aspect où on va payer la rançon. On va rattraper le temps qui a été perdu pendant l'attaque. Les données, est-ce qu'on les récupère? Est-ce qu'on les laisse dans la nature? On se dit c'est perdu, c'est perdu. Ça coûte de l'argent. Il y a des gens, il y a des clients qui vont plus avoir confiance dans cette société parce qu'elle s'est faite attaquer. Donc Bien du sûr. coup, c'est un gros problème et réputationnel et ben, au niveau de l'argent parce que ben, on va perdre des clients. Donc il y a des conséquences. Si on revient sur la partie PME, j'avais vu une statistique il y a quelques années, 80% des petites sociétés ne survivent pas à une attaque. Pourquoi? Parce que Ouais, il y soit a elles la ne savent pas deuxième payer aussi. leur... Hmm. Tout à fait. Ouais. Oui. Et donc, du coup, est-ce que aujourd'hui ça vaut le coup? Est-ce que c'est moins cher bah, justement de tester ces défenses plutôt que d'attendre que ça nous arrive? C'est On plus peut peut-être dire économique. qu'est-ce qu'il faut faire aussi, parce que Ouais, c'est ça. aujourd'hui, si je suis une boîte de taille moyenne et que je me dis, bon, c'est pas moi qu'on va cibler, erreur de débutant, Hmm. euh, potentiel clé sous la porte, comme tu viens de le dire, qu'est-ce que je dois faire à minima? À minima, bah, vraiment la première action, c'est un backup de ces data. C'est vraiment la première action. C'est repartir comme avant en se disant, enfin quand j'ai commencé, moi, c'était voilà, on faisait des sauvegardes sur des cassettes, sur des disques, voilà, enfin sur des disquettes, des zips. Je sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais Les rares mais en aussi, fait, hein. ouais, des rares. Bah, enfin, c'était des cassettes zip, des lecteurs en fait de CD, des cartouches. Bon, bref, c'est d'avoir une sauvegarde déconnectée du réseau. Parce que la première chose qu'un attaquant va faire quand elle va demander une rançon, c'est d'isoler en fait, de crypter le backup pour que la société ne puisse pas restaurer. Parce que si vous pouvez restaurer vos informations, bah, il n'y a plus besoin de payer la rançon. Donc voilà, c'est d'avoir une sauvegarde déconnectée, la faire la plus régulièrement possible, mais bon, c'est contraignant. Et il y a aussi une mauvaise interprétation du cloud. Beaucoup de gens se disent, bon, bah, je suis dans le cloud, c'est sécurisé, j'ai plus rien à faire. Pas Oui, du c'est ce tout. que j'allais dire. Pas du tout. Le cloud, c'est juste, vous avez pris votre serveur que vous aviez à côté de vous, vous l'avez mis chez quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, il va s'assurer que votre serveur, il est alimenté et qu'il est connecté enfin, 24 heures sur 24. La sécurité reste à faire. Le backup reste à faire. Donc voilà, c'est Et enfin puis juste chez pour remettre. Microsoft, chez Google, chez OVH, tout ça, je veux dire qu'ils prennent pas en charge finalement de protéger nos données. Ils vendent des solutions de temps en temps. Ils proposent des solutions, mais c'est comme si vous prenez une autre société en fait. C'est juste C'est ça. un voilà un module en plus.
Mais sur la partie sauvegarde, moi, je conseillerais d'avoir sa propre sauvegarde chez soi en déconnecté sur un NAS, voilà, ou un disque dur, mais avoir l'information la plus cruciale chez vous. Ok. C'est clair. Ça, c'est la première étape. Qu'est-ce que tu fais en deux? Eh ben, contacter une société de cybersécurité qui va tester en fait ben, les failles potentielles. Voilà, il y a du WordPress par exemple, il y a beaucoup de PME qui aiment bien avoir un e-commerce, mais ils se disent que voilà, tout est bien tant que ça tourne et personne, je suis trop petit pour être attaqué. C'est pas ça. On va être attaqué, c'est plus quand. En fait, faut pas être le maillon faible de la chaîne parce on va se faire casser rapidement. Et il y a Donc ben, finalement, il des n'y a arts. pas de taille pour se protéger à Il y a, partir d'une personne. Si tu commences à stocker des données et que finalement ton job en dépend, il faut que tu te protèges. bah, si on est un influenceur et que le contenu en fait disparaît du jour au lendemain, ou bah voilà, vous, Ok. vous êtes un petit peu embêté parce qu'il n'y a plus de contenu. Voilà. Je vois une Je veux revenir question, en comment arrière ça sur coûte des pour choses. Juste avant, j'ai Ah, une pardon. question, ouais. Combien ça coûte? Alors, parce que du coup, on a des chefs d'entreprise de PME qui pensaient venir à s'informer, mais pas à payer tout de suite. Alors, combien ça coûte de se protéger aujourd'hui quand on est une petite boîte ou solopreneur ou voilà, indépendant, influenceur, comme tu disais? Bah, je dirais que ça dépend de votre infrastructure. Est-ce que vous avez une grosse infrastructure, une petite infrastructure? Est-ce que vous avez un seul site internet? Voilà, quel est le contexte? Je pense que je peux pas répondre de façon générique. Mais bon, enfin, c'est toujours du sur-mesure et c'est pour ça qu'il y a toujours une phase avec le client où on se met d'accord sur un prix, on se met d'accord sur le scope en fait d'intervention parce qu'on ne peut pas juste voilà, les tester toute la société, c'est pas possible. Donc on va avoir une mission définie. Donc ça, c'est pour l'humain. Par contre, si on veut vraiment tester tout et constamment, parce que c'est ça l'évolution, en fait, on parle de Mythos, on parle des agents IA, Ouais. c'est tester constamment. Nous, on va faire une capture d'écran, enfin, ça va être un instant T. Quels sont enfin, vos points faibles? Les agents IA, ça va être plus sur du constant. Donc, c'est ça où ça change aussi. Enfin, pour répondre à la partie, au moins à savoir à partir de combien, je ne sais pas. Si c'est un site internet, bah, ça peut prendre, on compte en nombre de jours. Ça peut prendre 2 jours, par exemple, pour tester vraiment l'intégralité d'un site internet s'il n'y a pas beaucoup de connecteurs, en fait, parce qu'il peut y avoir des connecteurs vers d'autres applications. Donc, ça dépend aussi du nombre de connecteurs. Pour un... Et alors, ton site internet, ça peut être un site vitrine et finalement, bon, bah, si on se hack, Mais s'il n'y a pas beaucoup de c'est pas grave. connecteurs, il n'y a pas beaucoup de Mais par risques. contre, tu vois, tu peux imaginer que tu as créé des serveurs et que dans tes serveurs, en fait, tu as toutes tes données depuis 20 ans sur tous tes clients. Donc, en fait, et finalement, il n'y a pas d'accès officiellement public. C'est vraiment un truc pour toi, tes équipes, etc. Un peu comme Google Drive, finalement, ou Dropbox ou autre. Est-ce que là, tu peux fonctionner de la même façon? Bah là, ce sera plus de la sensibilisation et de la formation. C'est-à-dire que vous êtes enfin, en tant qu'humain et administrateur, vous êtes le maillon faible de votre site Internet. Vous êtes, ben, c'est vous qui avez le login et le mot de passe. Donc, si on fait une campagne de phishing, c'est qu'on vous envoie un email bah, piégé pour récupérer en fait votre login et mot de passe. On peut aussi parler de vishing. Vishing, c'est par la voix. Donc, je vous appelle. J'essaye de trouver des informations sur vous au préalable. Donc, je vais faire de l'OSINT. OSINT, c'est Open Source Intelligence. C'est qu'est-ce qu'il y a sur le net vous concernant. Donc, je sais que vous aimez le golf. Je vais vous inviter à participer, enfin, à avoir des tickets pour tel ou tel tournoi. Et je vais vous demander de cliquer sur ce lien où je vais vous appeler, je vais vous dire ah, bah, ça vous intéresserait. Alors si vous êtes intéressé pour recevoir votre coupon, votre ticket, allez sur ce site internet, mettez votre login et mot de passe. Et généralement, les gens, ce qu'ils font, bah, c'est qu'ils mettent le même mot de passe partout. Donc, du coup, je vais pouvoir réutiliser pour me connecter à votre Google Drive et exfiltrer en fait toutes vos informations. La même chose pour ça s'appelle le quishing, c'est avec le QR code.
pour vous Donc donner un là, ordre tu d'idée, vas parce rentrer ton que login mot de passe et ça va permettre de rentrer chez toi. Qu'est-ce qui se passe en fait quand tu fais ça? ben, je peux prendre toutes vos informations. Là, enfin, avec le cloud, avec Office 365 ou Google Workspace, tout est connecté dessus. Donc, je peux rentrer sur votre Google Drive, récupérer tous vos fichiers personnels, vos photos, votre agenda aussi. Je peux me connecter comme si c'était vous, envoyer des liens à tout votre carnet d'adresses. Voilà, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est ce qu'on fait en mode, enfin, pour des entreprises, quand on va nous demander de corrompre les systèmes, ça passe des fois par l'humain, sans révéler tous les secrets. Voilà, on va essayer de trouver la personne à la comptabilité, parce que on se dit qu'ils sont moins tech savvy, enfin, ils ont moins de connaissances en informatique, donc on peut prétendre être telle personne de l'informatique et on leur demande de se connecter à un site internet qui ressemble fortement à la charte graphique de l'entreprise pour récupérer leur mot de passe et après essayer de rebondir comme ça à partir de leur email, envoyer des emails à des gens un peu plus influents qui ont qui ont beaucoup plus de droits. Ok. Et alors, donc, on a fait la deuxième étape, on a fait appel à toi. J'imagine que tu as des recommandations après. Et donc Ah là, bah qu'est-ce alors qu'il faut qu'on fasse? on a des recommandations, c'est-à-dire justement, oui, faire de la sensibilisation parce que l'humain est souvent le maillon faible, dont on parlait de maillon faible. Donc, faire de la sensibilisation, les bonnes actions, avoir des mots de passe différents pour ça, pour chaque site internet. Maintenant, on a la facilité d'avoir des coffres-forts numériques où tous les mots de passe sont stockés. Il suffit de Ouais. retenir un seul mot de passe pour pouvoir accéder à tous ces mots de passe donc, et générer des mots de passe assez fort. Il y a aussi créer des alias, en fait, créer des boîtes mail qui ne comportent pas votre prénom et votre nom de famille. Voilà, moi, Hmm. c'est un exercice, mais pareil, j'ai tendance à continuer à utiliser des adresses email avec mon nom et mon prénom. De moins en moins maintenant. Voilà, je communique mon nom et mon prénom. Euh, Alors, est-ce que Norton, ça suffit pour te protéger, par exemple, sur ton ordi, sur ton site? C'est déjà une première protection. Donc, plus on va ajouter de protection, plus ça va être compliqué pour un attaquant et moins il va s'acharner sur vous. Sauf s'il a une idée en tête. Voilà, enfin, quand j'ai commencé, mon responsable m'avait, première discussion qu'on avait avec lui, c'est vous êtes dans la rue, vous passez, vous voyez, enfin, il y a une rangée de voitures, vous allez voir s'il n'y a pas une voiture qui a la fenêtre ouverte pour pouvoir voler Bien en sûr. fait ce qu'il y a dans la boîte à gants. S'il n'y a pas de fenêtre ouverte, bon, bah, vous allez repasser, vous allez tester en fait les poignées, savoir si quelqu'un a oublié enfin, de fermer sa voiture et après, ben, vous allez casser la fenêtre si personne. Donc voilà, quel est le degré en fait de protection que vous avez, c'est ce qui va dépendre de quand est-ce que vous allez vous faire attaquer. Et quand on te propose, tu sais, un mot de passe hyper compliqué, là, quand Google te propose, ou Chrome, Safari te propose de Oui, générer c'est un mot le de passe, coffre-fort de ouais. passe, ouais. Bah, oui, mais c'est intégré dans Chrome ou Safari ou dans Apple. Alors, c'est bien, juste cette partie-là. C'est juste cette partie qui est intéressante, la partie de génération de mots de passe. Mais Ok. après, l'autre partie d'enregistrer le mot de passe dans son navigateur, ça, je le déconseille fortement. Ok. Parce que en tant qu'attaquant, on va récupérer, enfin c'est là où c'est centralisé, donc on va Et, exfiltrer en fait tous vos logins et mots de passe de votre navigateur. Si vous avez un coffre-fort numérique, là ça va être plus compliqué. Donc oui, j'utiliserai la partie de génération de mots de passe longue, mais je n'utiliserai pas la partie sauvegarde. Ok, très clair. Merci est-ce qu'il beaucoup. y a d'autres Et questions? oui, Il il y y a a plein de d'autres questions. questions. Bah, Plein, plein. alors, est-ce qu'on peut se protéger? Est-ce qu'il y a des solutions comme Norton pour se protéger du phishing? Bah, si tu mets tout seul ton login mot de passe, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué quand même. À part une Alors, petite voix qui dit ne fais pas ça. C'est intéressant parce que le phishing, en fait, ça va être donc un domaine, un nom de domaine de votre site internet, et ça va analyser en fait si la réputation du nom de domaine. Donc oui, c'est intéressant parce que ça va automatiser cette partie-là. Par contre, rien n'empêche à l'humain en fait de regarder l'URL en fait du lien sur lequel on va cliquer. Mais Norton peut faire une première passe en disant, bon, ce domaine existe depuis 3 mois, il n'a pas été détecté en tant que spam,
Donc, enfin, tu peux cliquer sur ce lien-là. Donc oui, c'est une Ok. bonne pratique en fait d'utiliser ça. Ok. Alors, autre sujet, quand tes employés commencent à utiliser des LLM, à faire ou à utiliser des agents qui, en mode shadow AI, pas forcément approuvés par l'IT, est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que ça crée finalement des failles de sécurité? Est-ce que si je lance mon GPTs, je peux hacker Et parfois? notamment quand je mets du code, quel est le risque d'y glisser une clé API? C'est un truc qui nous revient souvent, ça. Bah alors la Oui, clé ça, c'est API, un ben, gros risque, ça. Là, on n'y est pas. c'est un peu comme votre login mot de passe en fait. Donc la clé API, c'est à sécuriser. Enfin voilà, c'est la chose à sécuriser. Donc surtout ne mettez pas votre clé API. Il y a on a tendance maintenant à faire du vibe coding qui est très bien, qui marche très très bien. Seulement ça génère du code, voilà, qui peut exposer en fait certains ports, donc qui peut euh, augmenter la surface d'attaque et qui peut donc vous exposer à des attaques. Sur la partie vibe coding, oui, on peut utiliser ça, c'est très bien. Donc, mais il faut quand même faire un test d'intrusion après pour voir Oui, la si robustesse ça du. tient la route. Voilà, si ça tient la route. Et après, l'IA, en fait, c'est pas que c'est pas sécurisé, c'est que ça donne en fait des capacités, ça ouvre la surface d'attaque parce que on donne des accès à l'IA à se connecter à votre boîte mail, par exemple. Donc, est-ce que je vais pas pouvoir passer par l'IA pour rebondir sur votre boîte mail? Donc, c'est les connecteurs en fait qu'il faut vraiment sécuriser, quoi. Et alors, quand on parle de connecteur, tu as la question du MCP, dont tout le monde dit oui, c'est Voilà. beaucoup moins sécurisé qu'une API, gna gna gna. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on a testé en fait certains MCP pour voir quels étaient les droits. Donc, voilà, avant, on protégeait vraiment quelle était la granularité des accès de l'humain. Faut faire la même chose avec l'IA, donc avec les MCP. Donc, on a testé, en fait, on nous a demandé de tester des MCP pour voir s'ils étaient bien configurés. Donc, ça, c'est vraiment la Ok. partie à prendre en compte, c'est la configuration et restreindre au maximum les droits du MCP sur votre modèle et aussi quelles informations vous connectez. Donc, c'est-à-dire si vous connectez une base de données ultra confidentielle à votre MCP, il ne faut pas s'étonner que les informations peuvent être exfiltrées. Comment les cyberattaquants fonctionnent? Parce que moi, j'ai l'impression que tu vois qu'une API ou un MCP, finalement, ça donne des indications uniquement dans un sens. On n'a pas un cyberattaquant qui va se glisser dans le MCP. S'il se met dans mes mails, je ne le vois pas remonter, enfin, c'est ce que je sais pas, mais remonter le MCP, comment ça prend forme? Où sont ces portes, finalement, d'accès quand on connecte nos IA, nos MCP, nos agents? Bah, en fait, vous ouvrez, enfin, au public, vous tapez dans ChatGPT, voilà, beaucoup moins un hôtel pour de telle date à telle date. Donc, il y a une partie publique, en fait, comme si vous alliez sur un site internet. Donc, c'est un peu accès à tout le monde. La problématique, c'est comment manipuler le prompt pour qu'elle vous donne les informations confidentielles. Donc, c'est pas enfin, il y a des injections possibles, mais il y a aussi de la manipulation. Pour ça, en fait, il y a un référentiel qui liste les 10 failles ou les 10 contournements les plus utilisés pour compromettre en fait des IA. Donc voilà, C'est c'est intéressant. pas voilà, c'est du poisoning en fait d'informations. Je vais prendre un cas concret d'une personne qui était à l'aéroport, qui a un problème avec son billet d'avion. Elle s'est dit bon bah je vais demander à ChatGPT le numéro du service client de la compagnie aérienne pour m'aider à modifier mon billet. Donc elle a appelé en fait le numéro que ChatGPT lui avait conseillé. Mais derrière, il y avait un groupe de hackers qui avait manipulé l'information pour que dans ChatGPT, en fait, le numéro que eux avaient mis en place pour tromper les gens remonte tout en haut, au-dessus même du service client de la compagnie aérienne. Donc, qu'est-ce Ok. qui s'est passé? C'est qu'elle a appelé le numéro qui était indiqué. En fait, c'était les hackers qui lui ont dit, ah ben, je suis désolé, on n'a plus votre billet, il va falloir nous redonner toutes les informations. Donc, information, nom, prénom, passeport, date de naissance, payez-moi sur ce lien. Et elle avait toujours pas de billet, en fait, quelques heures après, elle s'est rendue compte, en fait, qu'ils avaient, en fait, positionné, référencé, en fait, leur numéro sur une quarantaine de sites Internet qui, eux, qui ont été intégrés, en fait, dans le modèle de ChatGPT pour qu'ils soient positionnés plus haut que la compagnie aérienne. Voilà, c'est comme ça qu'on manipule l'information.
Et si je connecte mes mails et que dans mes mails, il y a des informations confidentielles, est-ce qu'il y a moyen pour un attaquant d'arriver dans mes mails? Ben, alors un attaquant externe, si vous êtes dans une entreprise et que vous dites, ben voilà, on a accès à mes mails, si on arrive à regrouper les informations, ben, on va peut-être comprendre en fait, ben voilà que, par exemple, si la RH ou le directeur en fait a connecté son email à à son IA. Et que j'arrive à dire, est-ce que dans quelques années, enfin dans quelques mois, on va augmenter de taille, est-ce que l'entreprise va augmenter de taille? Ben, on peut comprendre en fait qu'il y a une fusion qui va être Ok. faite. Donc en fait, c'est de la Voilà. manipulation d'informations. Oui, donc en fait, c'est vraiment du prompt en posant des questions et en contournant finalement les sécurités. Ok, Mais il y ouais. a d'autres aspects parce que par exemple, quand on dit oui, est-ce que c'est plus safe de plugger un MCP ou alors que je laisse travailler les extensions qui, elles, vont naviguer à ma place sur Internet, par exemple? Bah, la question se pose ou c'est pareil ou ça dépend encore de là où on va. Ça C'est dépend encore. ouais, c'est compliqué à répondre, mais voilà, enfin, faut vraiment voir l'usage. Enfin, je vais résumer en disant de restreindre la surface d'attaque. Voilà, Ok. de prendre en compte, d'exposer en fait que les informations qui peuvent être publiques, pas les informations confidentielles. Du coup, Ok. ça répond à la question, est-ce qu'on peut lancer Claude Cowork pour nous mettre en place un coffre-fort numérique ou pas? La réponse est Non, surtout donc on pas. va devoir encore faire ça à la main. Il y avait une question sur qu'est-ce que c'est un coffre-fort numérique d'ailleurs. Donc Bah, un je- coffre-fort numérique, en fait, ben moi j'utilise personnellement une solution. Ça n'engage que moi, je fais pas de publicité, mais voilà, j'utilise Proton, qui est une solution suisse qui permet en Oui. fait d'avoir un. Il y en a plusieurs, hein. Il y a LastPass par exemple, Proton, il y a Bitwarden. Tout ça, c'est des coffres-forts numériques. En fait, c'est un endroit où je vais débloquer l'accès, comme me connecter sur un site internet. Et là, j'aurai la liste en fait de mes sites internet avec mon login et mon mot de passe. Et ce coffre-fort, en général, il peut, au LogSafe, c'est très bien aussi, où on peut voir si le mot de passe qui a été mis est assez fort ou trop faible. Et aussi, on peut voir par extension si le site internet où j'ai mon compte a été hacké. Et du coup, est-ce que je dois le changer? Ouais. Voilà. Des Et fois, c'est Google, il nous envoie des messages comme ça en disant vos mots de passe là-dessus, 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 et ton compte Ouais, problème. Donc, justement, parce que tu as une faille de il y a une faille de sécurité ou un sécurité truc. qui est. Ouais, ouais. D'accord, c'est ok. ça. C'est en fait, ils donnent des indications comme maintenant, enfin de plus en plus, les sociétés ont l'obligation de dire quand elles ont été hackées. Donc c'est pour ça qu'on entend pratiquement tous les jours qu'il y a deux ou trois sociétés qui se sont fait hacker. C'est pas qu'ils n'étaient pas hackés avant. C'est qu'avant, bon, ben, ils s'étaient fait hacker, tant pis pour eux, quoi. Maintenant, Hmm. l'État oblige aux sociétés de dire vous devez vous référencer à la CNIL. Pourquoi? Parce Ouais. qu'il y a des informations personnelles, soit de vos employés, soit de vos clients, qui ont été compromis. Donc, il faut que vous informiez les gens pour qu'ils puissent changer leur mot de passe. Ok, très clair. Alors, en France, on a eu une annus horribilis en 2024 avec les Jeux Olympiques et tous les Russes et les autres qui se sont jetés sur nous. Ça s'est un peu calmé. On est quand même sur une courbe ascendante. Comment on se situe Ouais, on est et sur- comment on ouais. est bien? Bah, c'est voilà, c'est là où enfin, on parlait tout à l'heure de l'État, enfin au niveau de l'État, voilà, c'est une guerre qui est constante. Donc voilà, il va y avoir des pics d'activité en fonction de l'actualité, mais voilà, c'est constant. Il y a pas Ouais. il y aura pas d'arrêt total, c'est constant. C'est de la déstabilisation en fait. Voilà, je sais pas en fait si c'est ça ou pas, mais les hôpitaux en fait qui sont hackés. Ouais. Voilà, c'est soit des personnes qui sont mal intentionnées, qui veulent récupérer les informations des dossiers patients, soit un autre État qui essaye de déstabiliser le fonctionnement de la France. Je Ok. suis pas, tu as employé des gros mots tout à l'heure qui étaient Nice 2 et Dora. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Bah, c'est des régulations en fait que les grosses sociétés qui sont essentielles au fonctionnement de l'État ben, doivent être conformes à des réglementations qui ont été un cadre que l'État a mis en place. Donc c'est une liste c'est une structure en fait de contrôle que la société doit prendre pour prouver qu'ils ont pris les choses en main
et que leur sécurité informatique est sous contrôle. Voilà, avant, c'était un peu chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, on a mis un cadre pour que chacun soit standardisé dans cette conformité que l'État impose. Et c'est suffisant, c'est quelque chose de solide, parce que quand on voit qu'il y a d'un côté la norme qui vient de l'État et de l'autre côté des structures d'État comme l'ANSSI qui se font dégommer, est-ce qu'on peut avoir confiance en tout C'est Oui. ça? c'est un premier pas pour la prise pour la prise de conscience. Après, rien n'interdit à une société d'aller plus loin que la recommandation. Oui. Et c'est généralement ce qui est fait, quoi, parce qu'ils se disent, bon, bah, on fait l'exercice, autant aller plus loin. Voilà, autant aller plus loin Mhm. dans l'exercice et c'est généralement là où on est force de conseil. On va dire, bah voilà, on a couvert la réglementation. Est-ce que vous voulez aller un ou deux crans plus loin en testant en fait votre sécurité de façon étendue et de façon constante. Je travaille encore une fois avec un partenaire qui fait ça, qui permet en fait à la société de ne pas faire un ou deux tests d'intrusion par an, mais d'en faire Mhm. de façon constante. Constamment, ouais. Constamment. Alors justement, ça m'amène sur un dernier point, excuse-moi avant de reprendre des questions, mais paradoxalement, l'IA est en train de mettre à mal un peu tous les secteurs. On dit, oh là là, les gens vont perdre leur boulot, etc. J'ai l'impression que ton secteur est exactement dans le paradigme inverse, avec trop de failles, pas assez d'humains, besoin d'embaucher, mais est-ce que les gens ont les compétences? Et puis, quel est le rôle justement de l'IA? Tu en parlais un tout petit peu tout à l'heure, mais hormis le fait de contrôler en permanence, mais si les risques sont de plus en plus nombreux et de plus en plus générés par l'IA, est-ce que ça veut dire que vous allez avoir des situations de IA contre IA en permanence? Et comment est-ce que c'est un jeu? Tu avais dit une question, il y en a 12 là. Ouais, donc voilà, je m'arrête alors. Tiens, vas-y, Non, mais c'est en fait c'est la même, c'est la suite. la même idée. Ouais. En Oui. fait, c'est alors l'IA avec l'IA, oui, il y aura des IA qui vont défendre, des IA qui vont attaquer. Voilà, ça va être un jeu entre IA. Nous, on va être spectateurs, comme il y a Clo et AI Clo Code, pardon, qui voilà, ils dialoguent entre eux. Nous, on est juste spectateurs. Après, moi, je me sens pas menacé, ou je pense pas que les Non. seniors en fait sont menacés. Et je pense aux juniors voilà, qui voulaient se mettre dans la cybersécurité. Je pense qu'ils auraient tout intérêt à prendre la vague, à absorber en fait la nouvelle information et de se former plus à la cybersécurité avec l'IA que d'essayer de faire la compétition avec les seniors qui ont déjà 10 ans d'expérience et qui, Hmm. eux, vont compléter en fait l'IA, parce que l'IA, c'est pas magique. Enfin, voilà, on les laisse agir tout seuls, mais il faut quand même des gens qui pilotent et qui interprètent en fait ce que l'IA veut dire. Donc, les ingénieurs avec qui je travaille, ils se sentent pas du tout menacés. Euh, Non. Pourquoi? Parce que si l'IA, elle est en roue libre, et c'est arrivé et va créer en fait des dysfonctionnements dans le fonctionnement d'une société. Je pense à tout ce qui est industrie et où c'est vraiment très sensible quand on conduit des attaques sur un site industriel et que ça va commencer à surcharger en fait les outils jusqu'à créer un DDoS. Un DDoS, c'est une interruption de service créée par des requêtes qui sont en boucle et qui vont saturer en fait l'information jusqu'à arrêter le serveur parce qu'il y aura trop Ah oui. d'informations à un moment donné. Il faudra piloter, il faudra que quelqu'un comprenne comment arrêter l'information, comment stopper. Donc, c'est pas des juniors, c'est pas des gens qui s'improvisent en fait dans la cybersécurité. Euh, il faut qu'il y ait des sachants, voilà, pour contrôler tout ça. Je fais un petit parallèle avec maintenant les maisons en fait peuvent être très bien construites par des imprimantes 3D qui sont sur des grues. Faut quand même des gens qui pilotent en fait ces grues-là. Voilà. C'est Ouais. aussi, enfin, le parallèle est que les gens qui se mettent à la construction de bâtiments, voilà, je leur conseillerais plus, au lieu d'aller installer brique par brique ou construire des murs en parpaing, de se former à comment piloter une grue d'impression 3D pour le bâtiment. Mais il faut quand même avoir des gens qui ont de l'expérience pour dire, bah, ça, si tu fais comme ça risque de poser un problème structurel. Donc, ouais, c'est un peu le parallèle. J'espère que ça parle, hein.
à quelqu'un au moins. Ouais, non, c'est très clair. Mais Oui, Et, mais justement, juste pour clore sur ce sujet, désolé de t'interrompre encore, mais la bon, dernière étape, c'est le futur. Tu as évoqué le sujet tout à l'heure, l'arrivée du quantique. oui, parce que les gens ne savaient pas ce que c'était le quantique. Il y a plein Voilà, de donc questions et là, pour tu ceux peux y qui... aller. Allez, vas-y. donc le quantique On m'a dit qu'il y avait que Google parlait de quantique apocalypse. M'a-t-on soufflé à Oui, mais l'oreille. on a surtout de bonnes nouvelles ces derniers jours avec Nvidia qui investit énormément dans les techs françaises là-dessus et on n'est peut-être pas trop en retard là-dessus en France. Alors oui, il y a des chercheurs qui, ça fait depuis plusieurs années, décennies en fait, qui sont sur ce sujet du quantique. Le quantique, c'est quoi? C'est l'informatique, c'est 0 ou un, et maintenant c'est 0 et un. Donc du coup, enfin, c'est exponentiel en fait sur les possibilités. Et moi, j'avais vu un peu un parallèle. C'est comme si on avait une bibliothèque, on cachait un secret dans un des livres. Avant, on devait ouvrir chaque livre pour voir où était caché le petit papier. Maintenant, on va pouvoir ouvrir tous les livres en même temps pour pouvoir voir où est le papier. Donc c'est un peu voilà, c'est une accélération de façon infinie du traitement de l'information. Et pourquoi ça va être un vrai changement. Et je pense que en plus de l'IA, le quantique va être plus destructeur sur ce qu'on connaît maintenant. C'est que on était protégé par des clés d'encryption. Donc il y Oui. a SHA-1, enfin RSA, enfin voilà, des modèles en fait qui étaient jusqu'à maintenant qui allaient prendre des années pour décrypter. Là, ça va prendre quelques minutes. Et en fait, Mhm. enfin, toutes les protections qu'on connaît maintenant n'existeront pas dans quelques années. On a beaucoup, enfin les chercheurs ont peur de ça. Pourquoi? Parce que bah, là, il y a des États qui sont en train d'aspirer tout Internet, même avec les données cryptées parce qu'ils se disent que dans quelques mois ou quelques années, ils vont pouvoir décrypter ces informations-là. Donc tous les secrets qui étaient protégés de la plus haute, enfin la plus haute sécurité, bah, ne le seront plus. C'est ça. Donc Ok. finalement, il restera que la tour d'ivoire, déconnectée de tout réseau. C'est la meilleure sécurité, mais bon, Ouais, c'est pas efficace. c'est ça. Alors, je reviens sur le quotidien un peu Oui, de ceux qui nous... mais merci parce que c'était très instructif tout Ben ça. voilà, avant de plonger dans le futur, aujourd'hui, quand tu payes pas l'IA, c'est toi le produit, moi je passe mon temps à le répéter, et donc souvent tes données servent à entraîner l'IA. Est-ce que ça veut dire que si je mets un contrat client, je donne ce contrat client à ChatGPT et qu'un bon hacker va pouvoir dans 6 mois, parce qu'il faut savoir que les modèles IA sont quand même entraînés à un instant T et mis en ligne, enfin un peu plus tard, ressortir cette info. Est-ce que si je mets toute ma stratégie d'innovation dans 2 ans, je vais pouvoir la retrouver si j'ai mis ça dans un modèle qui entraîne l'IA. Alors, peut-être pas en clair parce ils disent qu'ils protègent quand même enfin, l'information. Pas moyen de vérifier. On peut faire du regroupement. Donc, encore une fois, le fait de pouvoir regrouper les informations, de dire, ben voilà, est-ce que telle industrie, est-ce que telle société dans l'industrie, si on pose directement la question, le prompt va pas vous répondre en disant, est-ce que telle société est-ce que vous pouvez me révéler tel secret de telle société? Ça va pas vous répondre, ça va vous bloquer. Mais par contre, si vous dites, est-ce que telle entreprise dans tel domaine qui a enfin, vous donnez des choses un peu comme un entonnoir qui va vraiment orienter la réponse sur une seule ou quelques sociétés, oui, ça va vous pouvoir vous donner l'information confidentielle. Euh, il faut partir du principe que rien n'est confidentiel. Dans ChatGPT, Gemini, euh, Même quand on paye, même Claude, quand on a désactivé, non, entraîné oui, l'IA, oui. le plan Claude Team, par exemple, ils ont tout un truc, ils te donnent un tampon, etc., en te disant que tes données sont Je, sécurisées. je crois pas, enfin, je crois pas que c'est sécurisé. OpenAI a dit clairement que, enfin, que les comptes premium, en fait, ben, servent quand même à entraîner les modèles. Ils disent qu'ils enlèvent, qu'ils anonymisent l'information. Je ne crois pas un instant enfin, qu'ils anonymisent à 100% l'information. Donc, il faut partir du concept que rien n'est sécurisé. Être un peu parano, c'est la base de la sécurité. Ouais. Donc voilà, moi je recommanderais d'être le plus parano possible. Bien sûr que c'est pas confortable parce qu'on doit faire cet exercice d'enlever l'information confidentielle avant de l'injecter dans le prompt. Bon, il y a des outils pour ça maintenant. J'en ai vibe codé un qui marche très très bien. Donc on peut anonymiser l'information. Donc ça veut dire assécher.
le prompt le contenu, pardon, de l'information confidentielle avant qu'il arrive dans le prompt, et après réhydrater l'information si on a besoin de manipuler. Voilà, ça, on peut en Et parler. bien sûr, cet agent que tu as vibe codé, il est en local sur ta machine et pas disponible sur un LLM Voilà, il en y a deux public. modèles. Il y a deux Ce que j'allais modèles. demander. Ouais, il y a un modèle ben, qui est déconnecté, qui tourne sur mon ordinateur. Il faut une machine un peu puissante parce qu'il y a un problème de temps. Je ne vais pas attendre 20 Mhm. minutes à chaque fois que je veux écrire un prompt. Et après, il y a la partie, voilà, enfin, comment je l'injecte dans le domaine public sur des prompts qui sont bien mieux entraînés que mon prompt local, quoi. Ok, très intéressant. Bah, du coup, en gros, on connecte le moins de choses possible. Alors, je voudrais rappeler quand même qu'il faut aussi se poser la question, est-ce que mes données sont confidentielles? Parce que sincèrement, vous avez toutes vos données sportives, Avant de nutrition. monter un petit comme ça, tu veux dire? Oui, non, mais ce que je Mhm. veux dire, c'est, des fois, on me dit, ah, mais si je partage mes mails, est-ce que j'ai un risque sur la sécurité? Si tes mails, c'est ta relation avec ton coach sportif, ta prof d'école et les vacances de tes parents, moi, des fois, je veux aussi remonter un peu à la source, de dire, bah, si vous voulez tester des choses, faites-le sur des informations non confidentielles. Et on n'a pas tous des informations secret défense sur nos ordinateurs quand même. Oui, mais vous avez quand même des informations à protéger. Votre compte bancaire, vos photos, vos relations avec les gens, enfin, c'est Ouais. confidentiel. Non, 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 mais c'est intéressant de voir ton. En fait, il y avait un influenceur dans la cyber que je suis et qui disait très justement, est-ce que vous serez capable de me donner votre téléphone déverrouillé avec vos applications complètement déverrouillées? Voilà. Non. Mais d'ailleurs, tu fais l'essai, ça C'est- marche pas un coup. Enfin, c'est un bon icebreaker. Donnez votre téléphone. Déjà, tu le donnes pas. Bah, on donne Et pas le encore moins, tu le téléphone, on déverrouilles. va pas le débloquer, on va pas déverrouiller en fait les comptes bancaires, enfin, vos accès à votre compte bancaire, on va pas déverrouiller votre accès à vos messages. Ben, pourquoi le laisser à la vue de tout le monde, quoi? Enfin, si vous Ouais. avez rien à cacher, tant mieux, mais voilà, enfin, faut pas s'étonner après qu'il y ait des photos qui soient manipulées, qu'il y ait des informations comme votre salaire ou votre compte en banque ou que vous soyez une target, ou une cible parce que vous avez des bitcoins et que vous faites enlever, voilà, enfin, qu'il y ait des Ouais. gens, ouais, il y ait des gens qui se fassent, Quand t'as des enfants. ben, voilà, qui se fassent embêter chez eux ou enlever chez eux parce qu'ils ont publié ou des gens ont publié comme quoi ils avaient un wallet bien rempli en Bitcoin, quoi. Oui, tout à fait. Et si je veux mettre en place des choses chez des clients et qui n'ont pas l'autorisation des DSI, etc., est-ce que la sandbox est une bonne solution? Pardon, j'ai pas compris. Tu sais, on propose aux clients de monter des ordinateurs qui sont connectés à Internet, où il n'y a pas de données confidentielles de l'entreprise, mais qu'on installe dans l'entreprise avec Claude, etc., de façon à ce que les employés puissent travailler sur une machine qui soit déconnectée du réseau, etc., un mini-Mac, tu vois, et Oui. qui vont pouvoir tester les Cloud Cowork, les automatisations, etc., sans risquer d'être une entrée dans l'entreprise, en fait. Alors, est-ce qu'en interne, enfin, je reformule un petit peu, est-ce qu'en interne, c'est sécurisé? Est-ce que si moi, enfin, est-ce qu'on est deux employés, est-ce que si moi je mets mes informations confidentielles, l'autre employé va pas pouvoir, même si c'est en interne, récupérer l'information? Parce qu'il y a de Là, il n'y a pas l'exfiltration. d'infos confidentielles. C'est genre, tu mets un ordi, la Cloud Cowork et tu lances du deep research pour faire la veille de l'entreprise, mais en fait, tu l'isoles du serveur et tu fais, puisque Cloud Cowork est interdit dans 90% des grosses entreprises aujourd'hui, l'idée, c'est quand même montrer où va l'IA. Tu vois, nous, on a besoin de montrer aux gens vers où va l'automatisation, comment ça marche, etc. Donc, en fait, c'est un bac à sac complètement isolé, du réseau qui est là pour plus tester, en fait. Isolé du Oui, réseau d'entreprise. Du réseau Oui. d'entreprise, oui. Pas isolé d'un d'entreprise, mais oui, mais les informations qu'on va mettre dedans, est-ce qu'elles seront confidentielles ou Non, pas du tout? Non, non, c'est juste pas pour montrer. confidentiel, anonymisé, comme tu disais, ouais. C'est juste Bah, pour jouer, mais sur un ordi qui est autorisé, en fait. donc oui, enfin juste pour montrer en fait le fonctionnement, c'est bien parce que ça explique en fait toute la chaîne en fait le workflow en fait ouais, je sais pas comment dire, le cycle de vie en fait d'une information qui naviguerait, L'information. Ouais, voilà, mais il faut que ce soit déconnecté vraiment d'Internet parce qu'il y a peut-être des mises à jour qui vont être faites parce que votre modèle il va vouloir se mettre à jour, donc il va y avoir de l'information entrante, mais il faut pas je qu'il y ait de pense. l'information sortante. Parfait. OK. Voilà, ça. Alors, Et dans le après, il y a des programme, scénarios. Enfin, pardon. Oui. non, vas-y. Dans le programme de la leadership programme, le clou de notre programme, c'est de créer son double. Pour, alors, on entendait hier Carlos Diaz qui disait qu'il y a des gens chez Google qui font ça pour, tu sais, éviter d'avoir à relire trop de trucs
et puis en fait les équipes viennent les voir quand ils ont vraiment crash testé sur leur double. On a fait le double d'un négociateur qui a permis à beaucoup d'entre nous de gagner pas mal de sous et moi à ne plus avoir de problème avec mon ex-mari. Tu vois, il y a plein, donc voilà, et ce système de double, Mark Zuckerberg l'a fait aussi. Alors est-ce que c'est dangereux finalement de faire ça? Euh, Je David, sais j'aime pas pas comment la répondre. question. T'es pas censé être dans l'avion. Pardon, pardon. Non, le David qui a posé la question est dans mon bootcamp, mais il devait être dans l'avion. Et je lui dis que j'aime pas du tout avoir posé sa question. Mais tu peux y Oui, répondre. Euh, tu peux y répondre. On est très transparent Est-ce que avec le monde. c'est dangereux de se créer un double? Ouais. Ouais. C'est un peu une question philosophique. Est-ce qu'on aura après un intérêt d'exister quoi si le double C'est la question qu'a posée le pape, hein, cependant, dans Oui. son Oui, rapport sur oui, l'IA. oui. Donc, tu as raison de poser cette question. C'est est-ce qu'on OK. a, enfin, est-ce qu'on a intérêt après il y a des, enfin, ça me fait penser à des gens enfin, il y a malheureusement enfin, il y a des proches qui sont disparus. Est-ce qu'on va garder cette relation avec eux, avec leur avatar? Est-ce que ça fait du bien ou est-ce que c'est rester en fait dans une sorte de nostalgie en se disant bon bah voilà je vais continuer à interagir avec l'avatar de la personne disparue. Est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est une relation un peu à sens unique? Est-ce que Si on enlève un peu le côté philosophique, moi j'ai un papa qui est un peu geek, etc. Il a créé son jumeau numérique, il a déposé des tonnes de brevets dans toute sa vie. Aujourd'hui, il fait ça en modèle local, sur un ordinateur, pas connecté à Internet. Il a des, tu sais, des accréditations secret défense, etc. Mais on est d'accord que créer des jumeaux numériques de personnalités, enfin de gens qui ont énormément de savoir, c'est quelque chose qui existe. Donc s'ils se font hacker, potentiellement, je peux avoir Mark Zuckerberg dans mon salon bah, qui me dit de monter une boîte, quoi. Bah, on en revient à Brad Pitt de tout à l'heure, quoi. On en revient au Brad Pitt que je pourrais manipuler, qui ne sera pas une photo sur son lit, mais ce serait quelqu'un un Brad Pitt qui parle et qui, voilà, enfin, qui vous manipule pour faire des choses que vous n'aviez pas forcément l'intention de faire sans savoir que c'était Brad Pitt, quoi. Donc oui, c'est dangereux, bien sûr que c'est dangereux. Est-ce que montrer sa tête maintenant, est-ce que les gens vont pas se servir du recording après pour Exactement. créer mon avatar sans que je sois au courant? Il y a Hmm. des images qui sont générées sans le consentement d'autres personnes pour mettre des corps nus, voilà, avec une tête bah, qui n'est pas enfin, enfin, tout est dangereux maintenant. Après, c'est le degré de paranoïa. Il y a des gens qui veulent pas mettre leur vidéo, enfin leur caméra. La Ouais. plupart, enfin, si ce n'est 100% de mes ingénieurs ne veulent pas mettre la caméra, voilà, quand on est en visio. Pourquoi? Parce que on a aussi il y a un type de service qu'on propose, c'est de l'infiltration en fait dans les entreprises. Donc on est payé par les responsables pour aller physiquement en fait dans leur Et bâtiment et voler il en faut fait pas qu'on des te ordinateurs. reconnaisse. Ouais. Voilà. En fait, ça crée énormément de jobs. On dit que l'IA va nous piquer les jobs, mais dans tous les risques que tu as listés, en fait, il y a plein de choses. Créer comment justement protéger sa voix, son visage, comment protéger ses données, comment éviter que telle ou telle chose soit cyberattaquée. Enfin, C'est quoi d'ailleurs les postes sur lesquels toi tu recruterais aujourd'hui? C'est intéressant ça, parce que on Ben, parle de quoi? D'analyste en sécurité, de data scientist, c'est quoi? Alors, ben, enfin, tous les gens qui sont compétents en IA, en cybersécurité, à la croisée des deux mondes, en fait, et voilà, enfin, si je mise sur le futur, voilà, des gens qui peuvent être, voilà, qui peuvent éclaircir l'information sur le quantum, pour justement passer au post-quantum. Donc, il y a le quantum, mais il y a le post-quantum. Post-quantum, c'est une fois que le quantum sera là, comment on agit? Donc, il y a des sociétés qui sont déjà placées sur le post-quantum. Et donc, Ok. voilà, ce serait de m'entourer de ces gens-là parce que voilà, je n'ai pas beaucoup d'ego. Les gens qui me connaissent savent que j'ai pas beaucoup d'ego, donc m'entourer des bonnes personnes. Hmm. C'est toujours la bonne solution, ça. Ok. bon, bah, si on doit résumer, on installe tous un coffre-fort numérique cet après-midi, annulez vos rendez-vous. J'espère Euh, que tu as quand même des perks et de l'affiliation Proton, parce que je pense que tout le monde va aller sur Proton. Non, on mais va, voilà, Proton en fait, ben, ils sont avérés en tant que voilà que bonne société. Ils revendent pas les informations, contrairement à d'autres sociétés. Il y a des Ouais. exports faciles en fait ou de l'import facile de votre navigateur. Si tout est dans votre navigateur et que vous voulez pas vous embêter à faire mot de passe par mot de passe, ça vous récupère directement et après il faut tout effacer de votre navigateur.
Ouais. Ouais, Faut faire un évidemment. backup aussi de vos données confidentielles. Moi, je suis très parano, donc tous les 3 mois, je supprime tout ce qu'il y a sur mon ordinateur, je repars à zéro. À zéro. Et je sauvegarde que les informations intéressantes. Voilà. Ok. Bon, bah, je crois que tu as donné du boulot à tout le monde. Il y en a sûrement quelques-uns qui vont me contacter. Tu parlais aussi d'une liste qui était publique, je crois, de 10 choses à faire, au moins pour commencer. Est-ce que tu pourras me partager le lien pour que Bien sûr. je Ouais. n'envoie pas un truc, tu sais, qui était avec des fausses données pour que derrière les gens se Non, fassent se faire attaquer. non, 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 bien sûr. Enfin, c'est les 10 choses qu'un attaquant va faire. Donc nous, Voilà, on très bien. se sert aussi de cette liste-là pour tester Oui, en fait. Voilà. Mais bon, c'est un peu technique. Si les gens veulent continuer la conversation, bah, n'hésitez pas à nous bien sûr. contacter. Voilà, je suis ravi de continuer la conversation. Le moyen le plus simple pour te contacter, j'ai vu que je pouvais pas te taguer sur LinkedIn, pourtant je voulais pas te cyberattaquer, je voulais Désolé. te faire de la pub. Non, non. Alors mon adresse email, c'est Lionel, Je la Lionel, partagerai si tu es arobase OK. Actores. Oui, Ok. bien sûr. Voilà, c'est plus simple que par les réseaux sociaux, du coup. Ouais. Très bien. Bah, écoute, on a encore des tonnes de questions, mais il est 13 heures et bien entendu, le sujet, je pense, est complètement infini. Ah oui, Pour ma part, ça j'ai peut. appris plein de choses. Je Oui, c'est vais passionnant. juste bouder un peu parce qu'il faut que je le fasse et que je peux pas dire à Claude Cowork de le faire pendant que je vais manger. Merci beaucoup d'avoir été Ouais, aussi merci à vous de m'avoir pédagogique, reçu. simple, parce que personnellement, j'ai tout compris. J'espère que ça vous a tous plu et puis on partagera le replay parce que je pense que c'est d'utilité publique, tout ça. Ah oui, merci, Bon, bah, merci. parfait. Et ouais, c'est Merci très utile. beaucoup. Merci à À Merci vous. à bientôt. tous. Au revoir. Au Merci, revoir. bonne Bonne journée. journée. Au revoir. Merci. Bonne fin de À journée. bientôt.